C'est vrai que je pense que c'est important de rappeler à quel point ces lieux de création collective sont importants. Les collectifs sont des objets politiques, d'intérêt général, économique et de développement et d'aménagement du territoire. C'est des lieux de production, ça, on l'a dit, ce sont des lieux de formation, de transmission. Le lieu crée le collectif et le collectif crée le lieu. Et on construit constamment avec les contraintes liées au lieu. Un collectif n'est jamais quelque chose de fixe et définitif. Il va vraiment évoluer, que ce soit en plus ou en moins, si on peut le dire comme ça. Mais il y a vraiment une vie et une histoire. La nécessité du collectif aujourd'hui, elle est très présente, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie artistique. Enfin, en général, on se regroupe. Mais ça apporte des contraintes qui, des fois, sont très difficiles à envisager. Je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Collectif d'artistes, tiers-lieux, squat, nouveaux territoires de l'art, galeries associatives, friches culturelles, espaces alternatifs, centres d'artistes autogérés, communautés artistiques, lieux intermédiaires. Les artistes aujourd'hui investissent quantité de nouveaux territoires pour pouvoir produire, montrer et diffuser leurs œuvres. Dans le même temps, le phénomène des collectifs n'est plus lié à des enjeux esthétiques ou politiques, exprimés dans une sorte de manifeste, mais davantage à des besoins de socialisation, de production et de professionnalisation. Au-delà des mythes fondateurs et des visions fantasmées, qu'est-ce qui fonde la cohésion entre artistes et collectifs ? Comment les artistes choisissent-ils de créer ? De quels espaces disposent-ils ? De quel accompagnement bénéficient-ils ? Quelles relations entretiennent-ils avec les pouvoirs publics ? En somme, pour paraphraser la formule de Fabrice Lextrait dans son rapport de 2001, quels sont les nouveaux territoires de la création artistique ? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Pamela Dorival. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne à Maulois, au nord de Dijon. Vous êtes membre du collectif Mulupam et vous coprésidez la FRAP, la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens. Tout à fait. Blaise Mercier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez aujourd'hui la fabrique Paula à Bordeaux, après plusieurs années passées au sein d'institutions artistiques, liées notamment à l'art contemporain en Nouvelle-Aquitaine. Tatiana Cotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ébéniste, vous coordonnez le collectif du château de Verchahus à Viviers. Alors, Verchahus se trouve à Viviers, c'est une petite commune située à environ 10 km au sud de Montélimar, mais en Ardèche, pas dans la Drôme, à l'ouest du Rhône. Voilà, c'est ça. Et enfin, Isabelle Maillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de sociologie des sciences et de sociologie de la culture. Vous êtes rattachée au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Et vous avez commis un rapport intitulé « Lieux en commun, des outils et des espaces de travail pour les arts visuels » que vous avez remis au ministère de la Culture en 2019 et que l'on peut trouver en disposition sur Internet, sur la plateforme HAL, notamment H-A-L. Isabelle Maillot, c'est vers vous que j'ai envie de me tourner pour commencer cette table ronde, avant même de parler des espaces de production dans leur concret. Dans votre rapport de 2019, quel constat avez-vous pu poser sur cette dimension collective, ou plus généralement, que recouvre cette dimension collective ? Alors, merci. C'est effectivement une question qui m'a été posée par le ministère de la Culture en 2018, donc la Direction générale de la création artistique qui a initié cette étude sociologique que j'ai réalisée également avec le concours de la FRAP, que je remercie, et qui donc consistait en un questionnaire qui a été donc adressé à l'ensemble des collectifs avec une définition à minima regroupant 2 artistes visuels partageant des espaces et des outils de production. Et effectivement, ça a permis d'approcher de façon plus fine la morphologie sociale de ces collectifs, souvent regroupés pour la plupart dans des espaces. Alors, effectivement, vous le rappeliez en introduction, les collectifs ont plusieurs manières de se dire, de se désigner. Donc, on a des intitulés qui sont très variables. Souvent, d'ailleurs, on les regroupe sous le mot tiers-lieu, mais en fait, ça veut
C'est l'une des étiquettes qui l'a emporté, on va dire. Oui, qui a le vent en poupe aussi présentement pour tout un tas de raisons, y compris des raisons de financement, parce que ça permet d'être estampillé, reconnu, subventionné. Donc on comprend assez légitimement qu'on adopte cette étiquette. Bon, ça c'est une des raisons. Il y a pas que cela, et ça traduit aussi des différences. Donc au-delà des écarts de désignation, on a des manières de se dire qui renvoient à des manières de faire collectif et d'être collectif qui sont relativement hétérogènes. Alors elles sont pas infinies non plus, donc c'est ce que permet de montrer le rapport, mais on a quand même des écarts importants. Si on va du côté des enseignements du coup qui sont issus de cette enquête, on peut rappeler donc notamment que alors contrairement peut-être à une idée reçue, les collectifs d'artistes ne sont pas présents qu'en ville, dans les friches urbaines, donc à la marge des zones urbaines, comme effectivement ça peut être le cas et ça a été historiquement le cas. Donc ça c'est une réalité des collectifs et des lieux qui regroupent des artistes visuels ainsi que d'autres personnes aujourd'hui. L'autre élément frappant, c'est le fait que ces collectifs regroupent des individus et des collectifs. Donc là, je pense à mon voisin et à la Fabrique Paula, qui est un bon exemple de ce type finalement de collectifs qui regroupent des collectifs. Voilà pour certains éléments. Je pense qu'après on peut rentrer dans le détail aussi peut-être du nombre de personnes qui sont regroupées. Alors on peut distinguer, c'est ce qu'on faisait dans l'enquête, les occupantes, les occupants, les usagers, les usagères. Au niveau des occupants, on a des écarts qui sont considérables puisqu'on peut avoir des lieux qui regroupent 700 personnes. Donc ça c'est l'extrême. On a une valeur médiane qui est à 6. Donc là on est énorme, proche, on est plus proche de la taille des collectifs, que ce soit en zone urbaine ou semi-urbaine ou rurale, avec des espaces aussi évidemment qui sont de taille, qui vont osciller entre 150 mètres carrés et 5000 mètres carrés. Donc ça oriente vers une lecture plurielle finalement de ces espaces, avec une diversité culturelle finalement qui est sans doute, en tout cas c'est mon point de vue, à promouvoir, puisque ce qui fait aussi la richesse de ces collectifs, c'est la diversité des formes de former le collectif, et donc évidemment ça passe par le nombre de personnes qui réunissent. Dans votre présentation là, on voit bien la corrélation entre collectif et lieu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est toujours lié à la question du lieu, cette dimension collective, notamment est-ce que finalement on se réunit parce qu'on a des besoins concrets, financiers? Est-ce que c'est pragmatique, ou est-ce qu'il y a un désir plus profond d'une création collective, d'un projet collectif qui ne passerait pas forcément par un lieu? Alors il y a votre enquête, mais j'ai envie aussi de me tourner vers Pamela Dorival, parce que la particularité du collectif Mulupam que j'ai mentionné en introduction, c'est d'être un collectif sans lieu. Tout à fait. Comment est-ce possible alors? Eh ben, pour le coup, je pense qu'on est un collectif un petit peu à part, où notre jonction, notre envie de se mettre en collectif est née surtout d'un désir esthétique, de vouloir explorer ce qu'était le travail les unes des autres, puisque c'est un collectif exclusivement féminin. Et donc, du coup, la question du lieu n'était pas prédominante. Nous, ce qui nous intéressait, était vraiment de trouver les méthodes de travail en collectif. Et pas juste, je vais schématiser, mais j'ai fait une photo, je te la passe, tu interviens dessus, je sais pas, en peinture, puis tu réinterviens dessus en l'intégrant dans une vidéo. Ça aurait pu être ça, mais en fait là, on est parti complètement ailleurs. On est vraiment parti dans l'idée qu'on avait un projet. Qu'est-ce qui était la chose qui nous rassemblait? Quel était l'endroit où on se retrouvait? Et alors? Et comment? Eh ben, on s'est retrouvés sur la question de l'identité. Donc, on nous a dit tarte à la crème. Ça nous dit encore très souvent. Mais en fait, on s'est rendu compte, et ça fait très longtemps, parce que je l'ai pas dit, mais le collectif existe depuis 2009. Donc, ça fait très longtemps, c'est relatif, mais pour un collectif, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Comme notre groupe de presse. Hein. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, on s'est aperçu, on a creusé, on s'est rendu compte que cette question d'identité, finalement, c'était représentatif de ce qu'on était toutes les trois, puisque nos origines géographiques, nos origines... Donc la Côte d'Or, près de Dijon. Voilà, tout à fait. Lyon, pour une d'entre nous. Mais voilà, je suis métisse, mon papa est martiniquais, donc ça
porte une certaine partie de mes origines. Une de mes collègues est issue de tradition judaïque, donc elle est juive. Et la deuxième est pour le coup vraiment Bourgogne-Franche-Comté, mais elle a aussi dans son histoire des histoires avec un grand-père déporté, etc. Donc toute cette question identitaire, finalement, ça peut faire mal. Identitaire, finalement, créer des endroits où on convergeait dans une certaine forme de différence. Donc en fait, on a réussi à s'attraper à cet endroit-là. Mais justement, qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini une identité collective, est-ce qu'il y a un côté de production collective, de partage d'œuvres, de travail sur une même œuvre? Alors, pas de partage d'œuvres, mais vraiment de création collective. C'est vraiment une fois que l'axe a été défini. Donc par exemple, je vais parler du premier projet qui a émergé. Ça, c'est le deuxième, en vrai. Mais le premier s'appelait Éclat. Et sur cette première création, on s'est interrogé sur le regard de l'autre. Parce que la première... Et là, je vais vous faire un peu vous hérisser les poils. La première fois où on s'est rassemblés en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ?» Donc, les deux autres artistes m'ont dit « Oui, je suis vachement intéressé sur cette question du regard sur la femme, etc. » Moi, j'ai fait... C'était en 2009. Donc ça me touchait pas. Et finalement, en élargissant cette question au regard de l'autre, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit seul, finalement, on a trouvé un terrain d'entente, un terrain créatif. Et cette œuvre s'est divisée en 7 œuvres qu'on a installées partout dans la ville de Dijon. Donc qui a pris des formes de vidéos, qui a pris des formes d'installations plastiques dans des vitrines, qui a pris la forme d'un arbre gigantesque en papier dans une cage d'escalier. C'était pas du tout réglementaire, mais ça existait. Donc il y a eu vraiment différentes formes. On s'interdit aucune forme plastique. Donc à partir du moment où la forme plastique va répondre à notre projet, le fond, on va y aller, on va faire en sorte que ce soit réalisé. Et la question du lieu, en fait, elle se résout par la question des résidences. Donc, comme je pense que la raison de l'existence de nos collectifs et le fait qu'ils se maintiennent et qu'ils durent, c'est qu'on s'interdit pas ni de travailler seul, ni d'aller voir ailleurs non plus. On a un trio très très libre. Donc du coup, en fait, ça nous permet vraiment d'explorer absolument tout et d'aller à des endroits où on peut créer sur des temps précis. Donc on se rassemble sur des temps de résidence qui soient dans d'autres associations, dans d'autres structures, des fois même chez nous aussi, parce que l'avantage d'habiter en campagne, c'est d'avoir effectivement un lieu qui soit assez grand. Donc voilà, c'est aussi ce système-là qui nous permet de travailler sans lieu. Donc on est sans lieu, mais on n'est pas totalement non plus sans lieu. L'image qu'on a souvent des artistes, c'est qu'ils sont un peu comme les artisans, on les associe beaucoup, c'était vrai avant, mais dans leur atelier solitaire, mais finalement, donc il y a ces endroits de résidence, il y a ces endroits aussi de réunion, ces lieux. Comment sont nés vos deux lieux de manière assez brève, mais comment sont nés vos deux lieux? Est-ce que c'est né d'un projet ou c'est né d'une opportunité d'avoir des locaux? Vas-y. C'est une bonne question et en fait je crois qu'on se la pose un peu tous les jours. Vous vous souvenez plus. Dans le sens, si, c'est-à-dire que évidemment le lieu est un facteur déterminant à un moment de la nécessité d'abord peut-être de mettre en commun des moyens de production, en tout cas pour ce qui s'agit à ce moment-là de la Fabrique Paula, et puis un certain nombre de fonctions ressources. Mais indéniablement, quand on lit en tout cas les premiers textes qui font de l'association, on voit que l'intuition est celle à un moment d'un projet de coopération. Donc quand on a 20 ans d'existence, au terme de 20 ans d'existence aujourd'hui, on a donc, on le disait tout à l'heure, c'est des collectifs de structure, des collectifs d'artistes. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on se définit avant tout comme un projet de coopération et en même temps, on est intrinsèquement lié à notre lieu. On a fait 7 déménagements, c'est vraiment l'histoire des friches artistiques, avec tout ce que ça a pu avoir de douloureux, mais aussi d'expérimental, au sens où les lieux nous ont influencé sur la manière de fonctionner. Et notre manière de fonctionner a évolué avec le temps et c'est mieux structuré. Il nous a permis de définir le lieu dans lequel on est aujourd'hui implanté de manière définitive au regard de la manière dont on a ancré notre coopération et notre collectif. Et aujourd'hui, la Fabrique Paula, c'est combien d'artistes résidents ou d'artistes permanents, je sais plus, usagers et permanents? Le collectif, on s'appelle entre nous les habitants, et les habitants, ça regroupe aussi bien les 23 structures et les personnes qui les composent, donc le terme d'habitant correspond aussi bien aux structures qu'aux personnes elles-mêmes, et 11 artistes qui sont chez nous. Donc on est une centaine de travailleurs au quotidien.
D'accord. Plus des résidences éventuelles, ponctuelles? Après, on a des résidences, on a tous nos dispositifs d'accompagnement qui fait qu'on a un ensemble d'usagers sans considérer, je dirais, la part publique. On travaille, je crois que c'est l'année dernière, on a accompagné 450 artistes ou acteurs du territoire. Donc c'est aussi un lieu important de passage et donc la question foncière devient évidemment déterminante dans ces dispositifs d'accompagnement. Ouais. Donc là, on est dans une situation citadine, enfin urbaine. Là, vers Chahusse, c'est vraiment... Dans la campagne, voilà. Viviers, c'est combien? C'est 3000 habitants? Oui, à peu près, ouais. Ouais. Puis c'est vraiment composé de petits villages autour. Il y a l'Auteuil qui doit avoir un peu plus d'habitants, mais bon, enfin, la préfecture de l'Ardèche, c'est 8000 habitants, c'est Privas, donc voilà. C'est pas la plus grande ville, mais quand même. Et du coup, alors nous, c'est un lieu en fait qui a été récupéré par plusieurs associations qui étaient liées plutôt à la production musicale et à la musique. Et en fait, ils ont proposé, le château était abandonné quand ils l'ont récupéré. Ils ont fait des travaux énormes, et c'était tout l'environnement des Ogres de Barbac, le groupe de musique, et puis avec le label Irfan le héros, etc. Et ils ont proposé donc au propriétaire et puis à la mairie une sorte de commoda qui a permis d'utiliser le lieu. Le propriétaire étant un groupe un peu... C'est Lafarge, c'est les cimenteries Lafarge. Et donc voilà, d'utiliser le lieu gratuitement et en échange de faire des travaux dedans. Et donc ça prend la forme d'un commoda et qui existe depuis donc 2005. D'accord. Et c'est vrai que le lieu, il n'existerait pas sans le collectif, et le collectif sans le lieu non plus. Donc il y a quelque chose. Alors depuis, ça a complètement changé parce que à la base, c'était vraiment axé musique et production musicale. Et ça, c'est maintenant, petit à petit, il y a des artistes et des artisans qui sont venus louer des espaces, etc. Parce qu'une des particularités de votre lieu, c'est d'être interdisciplinaire. C'est-à-dire que vous avez à la fois des artisans d'art, des artistes plasticiens, du spectacle vivant. Exactement. Voilà. Donc ça s'est introduit petit à petit. C'est venu au fil des ans. Et enfin voilà. Et sauf que aujourd'hui, les membres fondateurs ne sont plus du tout dans le collectif. Enfin, il y en a qui sont encore membres ressources et qui peuvent venir un peu nous filer des coups de main, nous parler de l'histoire du lieu justement. Donc c'est un peu ce que j'ai fait avant de venir avant de venir participer à l'émission. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment ces trois dimensions. Alors c'est fluctuant aussi. Par exemple, en ce moment, le spectacle vivant, il est beaucoup moins représenté qu'à d'autres époques. Là, on a beaucoup d'artisans. C'est vraiment le pôle qui est le plus représenté. Donc on a une douzaine en tout d'artistes et d'artisans en ce moment au château, et on a des artistes contemporains également. Donc ça va regrouper de la gravure, de la peinture, les arts visuels en général. Et au niveau de l'artisanat, on est en train de diversifier pas mal parce que là on a par exemple une nouvelle postulante qui fait des parfums, donc qui fait des ateliers liés à l'odeur, le goût, etc. Mais on a aussi de la forge, de la coutellerie, on a de la création verrière, c'est foisonnant ça. Et donc il peut y avoir de la transversalité entre les artistes, et c'est un des besoins, je pense, des gens qui viennent au collectif, c'est-à-dire d'échanger avec d'autres gens, et même si c'est pas les mêmes corps de métier, ça peut permettre de se propulser, de faire des démarches qu'on n'oserait pas faire tout seul dans son coin, et à la fois c'est aussi un projet associatif qui permet une diffusion, des actions de diffusion en faisant des expositions, des événements, etc. Alors ma question que j'ai envie de poser là, pour le coup, à tous les quatre, et même pour les lieux sans collectif, des collectifs sans lieu, pardon, parce qu'en tant que coprésident de la Frappe, ma question, elle est un peu une synthèse de ce qu'on vient de dire. Est-ce que, ou dans quelle mesure le lieu informe-t-il le projet ? Et dans quelle mesure le projet informe-t-il le lieu ? Qu'est-ce qui, dans la dimension collective, pour synthétiser, et avant de passer peut-être en détail sur comment s'organisent les espaces de production et de diffusion, dans quelle mesure l'un et l'autre s'informent-ils ? Qu'est-ce que vous observez en fait de manière générale ? Alors, il y a autant d'histoires que de collectifs, donc il n'y a pas une réponse univoque à ça. Néanmoins, alors en m'appuyant sur l'enquête, sur les lieux, un premier élément de réponse concerne, a trait à la jeunesse relative des occupants et des occupantes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont moins de 40 ans. Donc ça ne reflète pas du tout la pyramide des âges des artistes visuels aujourd'hui, on est artistes visuels tout au long de la vie. Et ça renvoie finalement à quelque chose que l'on observe, qui est que quand on sort d'une école d'art, donc ce qui concerne quand même beaucoup d'artistes visuels aujourd'hui, qui deviennent des artistes professionnels, donc à la sortie de l'école, se pose la question de où travailler, puisque finalement les écoles sont très équipées en outillage, en ateliers. C'est aussi un lieu de socialisation pour ces jeunes artistes en formation. Et donc à la sortie, il y a une volonté de
de pérenniser ce lien et aussi une nécessité de s'outiller parce que évidemment pour un jeune artiste qui gagne peu d'argent, la question de s'équiper en four à céramique par exemple, voilà, bon, c'est une question qui appelle forcément une réponse collective. Le deuxième élément de réponse, toujours en lien avec des aspects économiques de production, m'est inspiré par une enquête que j'ai menée en région Grand Est avec Laurent Jean-Pierre, avec les professionnels de la région, où on demandait donc aux artistes où est-ce qu'ils travaillaient. La moitié répond à mon domicile et ça apparaît en fait largement subi. Et ça renvoie donc. Pour le coup, c'est pas une dimension collective là. Si alors, non, précisément, j'y viens. Comme toute profession, les artistes travaillent dans un lieu, alors partagé ou pas. Le fait d'avoir un atelier mutualisé, c'est des motivations économiques dans le sens où on sait alors que les revenus des artistes sont globalement peu élevés, donc ça c'est un apport financier qui est globalement très bas. Et de l'autre côté, les investissements dans la production sont importants. Alors autant voilà, si on a une pratique picturale, par exemple dans des châssis, dans la peinture, bon, mais aussi dans simplement le lieu dans lequel on produit. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont beaucoup à leur domicile, et c'est pour cette raison aussi que le fait de pouvoir partager un espace, donc tu l'évoquais Tatiana tout à l'heure, il est question dans certains endroits de louer. Là, il y a diverses formes d'occupation et diverses formes de contractualisation finalement qui sont proposées. On va unir parce qu'on a deux exemples assez différents. Donc. Et ça répond à une question économique vraiment fondamentale qui n'est pas assez posée comme ça à mon avis. Enfin, comme tout indépendant, en fait, les artistes ont des revenus et des dépenses. Et les dépenses, en fait, en l'occurrence, le pôle espace de travail est le pôle de dépenses le plus important pour les artistes. À Polar, en fait, le projet est aujourd'hui clairement un projet de coopération. Et la question économique est un peu au cœur du projet. On se définit comme un acteur des arts visuels et on sait très bien qu'il y a des économies de l'artiste et qu'il y a même une économie multiple de l'artiste aussi. Autant on a souvent tendance à dire qu'on a à peu près autant de modèles économiques qu'on a d'artistes. Quand on regarde le lieu et quand on regarde sa composition, je disais 23 structures, on a effectivement des artistes visuels, on a tous les outils de production mutualisés qu'on évoquait à l'instant. Mais en fait, petit à petit, on a fait rentrer tout un tas d'acteurs qui sont dans des disciplines ou des filières professionnelles qui sont un peu à la lisière de celles des arts visuels. On touche évidemment le champ du livre avec des éditeurs de bande dessinée. On a un festival de cinéma où il y a des résidences qui associent illustrateurs et scénaristes. On a des architectes, on a des urbanistes qui travaillent sur la question de la transformation urbaine et de la place de l'artiste dans toutes ces questions-là. Et finalement, entre Paul et ses habitants, ce qu'on a mis, c'est on a mis en place en fait une convention de coopération. Et cette convention de coopération, elle vise à justement faire en sorte que cet écosystème qu'on a créé définisse un peu les formes de ce que pourrait être une filière professionnelle des arts visuels. Parce que c'est vrai comme on n'a pas de modèle économique, à un moment, c'est plutôt à travers l'écosystème qu'on essaie de développer cette agilité. Donc vraiment, ce qui fonde le projet aujourd'hui de Paula, c'est très clairement la question de la coopération. Et comment, je suis un artiste, je voudrais participer à la fabrique Paula, je voudrais y rentrer, comment ça se passe? Alors, qu'on soit un artiste ou qu'on soit une structure, c'est des appels à candidature publics, ouverts. Pour les artistes, évidemment, il y a avant tout des critères sur la qualité du projet, l'esthétique du projet, etc. Mais il y a aussi, à un moment, très clairement, on affiche la nécessité de participer du projet de coopération. Et ça, c'est vrai pour toutes les structures. Les structures, elles aussi proposent, en fait, on leur dit qu'est-ce que vous pouvez mettre au projet de coopération en commun. Est-ce que c'est sur la ressource professionnelle? Est-ce que c'est sur la diffusion? Est-ce que c'est sur la question de la pratique artistique, du lien au territoire et aux personnes, etc. Et quand on fait rentrer des artistes ou quand on fait rentrer des structures, elles sont vraiment impliquées dans la vie de l'association. Il y a une gouvernance, il y a des temps de travail qui sont très riches, très importants. C'est un vrai projet mobilisateur, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un contrat qui s'établit pour tout acteur qui rentre au sein de la fabrique, c'est que c'est un espace de coopération. Et je crois que vous avez 3 types de coopération dans la fabrique. C'est-à-dire vous avez à la fois de l'accompagnement à la professionnalisation. Tout à fait, oui, qui est un peu le cœur de réacteur et qui est un peu le projet historique de la fabrique. Ça s'est vraiment constitué autour de cette question de la professionnalisation des artistes. Aussi parce que justement, à travers l'écosystème qu'on avait développé, on s'est rendu compte qu'on avait développé une espèce de culture de l'agilité qui permettait à un moment aux artistes qui passaient par chez nous de ne plus subir à un moment leur économie, mais beaucoup plus de
de privilégier à un moment une stratégie de développement d'un projet artistique et voire politique derrière, et qui puisse s'ancrer dans une économie un peu viable. Donc ça, c'est le cœur du projet. Et puis en s'installant dans nos lieux, et c'est là que malgré tout les lieux ne sont pas anodins, et évidemment on sait à quel point ils comptent pour nous à chaque instant, on a pu déployer la question de la diffusion, donc même méthodologie. En fait, toute la diffusion, elle est débattue, elle est construite collectivement. Donc c'est vrai. J'aimerais qu'on y revienne juste après. Donc la diffusion, et puis enfin évidemment toute la question du lien au territoire et aux personnes, avec évidemment le déploiement de dispositifs d'accompagnement artistique. Et du côté du collectif du Château de Verchailloux, ça se passe comment d'une part, comment on y rentre, et d'autre part, comment ça s'organise? Avec quelle gouvernance, quel type de coopération? Donc en fait, comment on y rentre, c'est pareil. Donc on a des espaces. Alors c'est pas vraiment de la location, c'est plutôt une participation aux frais, où on va demander en échange de la possibilité d'utiliser un atelier, de participer aux frais. Donc ça couvre les charges courantes, donc eau, électricité, etc., et les salaires. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on publie des annonces quand il y a un atelier qui est vacant, et on va demander à la personne de nous présenter un dossier. Donc la condition sine qua non, c'est d'être professionnel, que ce soit en artisanat, en spectacle vivant ou en art visuel. Et du coup, le dossier va être étudié un peu par tout le monde, donc c'est collégial, c'est-à-dire qu'il y a le conseil d'administration regroupe l'ensemble des artistes artisans présents au château. Et la coordination, moi je suis vraiment là pour suppléer au projet. Je suis pas du tout, il n'y a pas d'organe directeur ni rien, quoi. L'organe décisionnel, c'est le CA. D'ailleurs, contrairement, c'est marrant parce que même dans vos titres, vous êtes directeur de la Fabrique Paula, vous êtes coordinatrice. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout la même façon de penser la gouvernance, dans le titre en tout cas. Ouais. Dans le titre, alors c'est peut-être aussi une histoire un peu bordelaise et de rapport aux politiques. Peut-être que l'association a dû à un moment. Il vaut mieux un directeur face au maire de Bordeaux. Voilà. Mais c'est vrai que je suis plutôt orchestrateur des choses que directeur. Bien Il y a quand même une gouvernance collégiale. Oui, c'est extrêmement. Oui, voilà, c'est très partagé. Et donc on demande un dossier qui va être étudié un peu en CA, et puis si le projet plaît, du coup on rencontre la personne. Et si la personne plaît, à ce moment-là, elle est accueillie au sein du collectif. Mais du coup, c'est un peu pareil. Ouais, la personne ou le projet, ou le projet? Alors, ou le projet, en fait, ça peut être des collectifs, effectivement. En général, on a plutôt tout ce qui est artisanat et artistes, ça va être des personnes seules. Mais par contre, quand on accueille une compagnie, un groupe de musique ou une compagnie de cirque, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. À ce moment-là, ça va être un projet, ou une compagnie, ou un groupe, etc. Donc voilà. Mais j'ai quand même remarqué que vous avez mis la dimension humaine d'abord. Vous avez dit la personne, pas le projet. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce qu'on rencontre des personnes quand même. Vous n'êtes pas dans un jugement esthétique d'abord Alors non, et puis c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de critères esthétiques, et ça va vraiment être au consensus. Donc c'est-à-dire, tiens, il y a ce projet, ça nous parle, on trouve que... Et puis des fois, on ne va pas tous être d'accord sur la notion esthétique, mais ça, je pense que c'est quasiment impossible de mettre tout le monde d'accord. Oui, mais c'est tarte à la crème, mais on peut penser, et je pense que certains de nos téléspectateurs le penseront, pourraient le penser en tout cas, que justement, on cherche, parce qu'on cherche par exemple une identité commune, pour reprendre le mot de tout à l'heure, on chercherait quelque chose de l'ordre d'une esthétique commune. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose, mais qu'on ait quand même un environnement... Non, après, il y a quand même un critère esthétique qui rentre en compte. On va pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui relève en tout cas, si ça crée un peu consensus et qu'on se dit, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais en tout cas, je vois que ça peut parler et que le projet est chouette, etc. Ça rentre en compte. Par contre, effectivement, on va pas essayer de trouver la perle rare, sinon on n'avance pas, en fait, c'est pas possible. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive pour travailler au château, c'est vraiment un espace de travail. Il n'y a pas de personne ne vit sur le château, mais on a vraiment ce besoin aussi de s'intégrer au sein du projet associatif. Donc là, le projet associatif, il va plus toucher à la diffusion et à l'entretien du château. Donc, c'est un vieux bâtiment, donc il y a toujours des petits travaux à faire, des choses à entretenir, etc. Donc ça, c'est une chose, où il faut faut vraiment le prendre en compte. Et du coup, il y a une somme de bénévolat qui est quand même assez conséquente aussi, en plus du projet professionnel qu'on vient de développer au château. Donc il y a des gens à qui ça parle énormément et qui sont vraiment friands de s'investir dans une vie associative en plus du projet professionnel. Mais par contre, ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens avec qui ça ne marche pas du tout, quoi. Donc c'est la vie du collectif aussi. On apprend à se connaître et des fois c'est chouette et des fois ça marche pas et c'est pas grave. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup au niveau des associations qui sont membres de la Frappe, où l'ensemble qui est constitué et du lieu ou du non-lieu, parce qu'il n'y a pas que le collectif MUPAM, il y a aussi d'autres associations à la Frappe qui n'ont pas de lieu, qui sont nomades. Et donc cette question du lieu ou du non-lieu associée avec les membres de la structure est un organisme vivant, en fait.
et qui va évoluer entre sa création et tout au long de son existence, entre l'un et l'autre, et les deux se développent vraiment de manière symbiotique. Le lieu ou non-lieu va impacter la création ou va impacter les membres qui vont être présents plus ou moins. Les membres qui constituent le collectif, en fonction de, pareil, s'ils sont très présents, s'ils le sont pas. Enfin, pour le coup, là, au niveau du collectif Mulupam, on est 2 à Dijon, la 3e est partie sur Lyon, ça a impacté notre dynamique. En fonction de nos temps de création individuelle, ça impacte la dynamique du collectif. Donc, il y a vraiment une symbiose entre les deux qui est importante à prendre en considération. Et dans l'historique aussi de l'association, c'est important de prendre tout ça en compte, parce qu'un collectif n'est jamais quelque chose de fixe et définitif. Il va vraiment évoluer, que ce soit en plus ou en moins, si on peut le dire comme ça, mais il y a vraiment une vie et une histoire. Et quand tu dis que la Fabrique Paula, elle a 20 ans, c'est quand même énorme dans l'écriture d'un collectif. La durée, alors, je pense que tu peux me relayer sur cet endroit-là, mais la durée de vie d'un collectif, elle n'est pas de cet ordre-là, elle est souvent beaucoup plus courte. Oui, ça c'est effectivement un enjeu et le taux de disparition. Je parlais de taux de mortalité infantile, mais je veux pas qu'il y ait de malentendus. Mais c'est vrai que c'est assez considérable. Mais ça, je pense que ouais, c'est un point. En tout cas dans le rapport, c'était l'une de mes recommandations principales, c'était de penser, de poser la question de la pérennité de ces espaces. On peut en discuter, parce que là, on a quand même un collectif qui a presque 20 ans ou 20 ans ou plus, et on a un collectif qui a 17 ans. Si je calcule bien 2005, vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est pas du tout représentatif, ça. Alors, il y en a. Donc, là, on a la belle face. Oui, mais comme on a, comme on a des collectifs qui ont 700 personnes, et la moyenne est à 6. Oui. Donc, oui. Non, après, de quoi parle-t-on, en fait? Alors, ce que l'enquête mesurait, c'était les collectifs qui sont toujours existants. Donc, c'est vrai que l'angle mort, c'est tous ceux qui ont disparu, et on sait qu'il en existe. On l'a pas quantifié jusqu'à présent. Mais au vu du turnover. Alors, il y a aussi le contexte qu'il faut évoquer quand même de crise post-Covid. Moi, suite au Covid, en 2021, j'ai essayé de faire une mise à jour des 159 répondants. En fait, je me suis posé la question simplement de est-ce qu'ils résistent, parce que alors certains tiers-lieux, peut-être de façon performative, et voilà, c'est assez légitime, mettaient en avant l'idée qu'il puisse être des zones de résistance plus fortes que certaines institutions dans un contexte de crise. Bon, au vu du nombre de disparus, je suis pas sûre de ça, en tout cas en ce qui concerne les espaces partagés par les artistes visuels. Après, ce qui ressortait de cette mise à jour, c'est que c'est très difficile d'établir que c'est la crise Covid qui a produit ça, puisque ce qui s'observait, c'est plutôt des motifs alors assez variables, mais qui toujours renvoient à une précarité du collectif. Alors typiquement, bon, ça c'est un exemple, mais un collectif de femmes, s'il y en a une ou deux qui a un enfant, le collectif se délite et finit par disparaître pour ces raisons, de temps de vie familiaux qui sont assez banales et prévues dans beaucoup d'autres professions, et qui pour les artistes posent des questions individuellement et aussi collectivement du coup. C'est vrai qu'effectivement, cette question des impacts des uns et des autres, je pense que le fait qu'aussi... Je ne sais pas si les membres fondateurs sont toujours à la Fabrique Paula. Il y en a encore, effectivement. Mais je trouve cette passation entre les membres fondateurs et d'autres coordinateurs qui prennent le relais est une étape très très importante et déterminante pour la survie du collectif. Et ça, c'est vrai dans toute l'histoire associative. En dehors même du champ culturel, les générations de projets, en général, on dit toujours qu'au bout de 7 ans, il y a un moment de passage, de création d'un poste de coordination. Les fondateurs arrivent ou non à transmettre le projet. Aujourd'hui, il y a encore des fondateurs de Paula. Il n'y a plus que 2 structures sur l'ensemble des il y en avait combien à l'origine? Je suis plus complètement sûr, mais disons que dans les fondateurs, il y avait quand même 2 entités majeures qui sont encore celles-ci, qui sont très présentes. Mais c'est vrai que ce qui fait aussi la durée du projet, très clairement, c'est l'équipe d'appui. C'est-à-dire que effectivement, le collectif, il est animé par une équipe d'appui, et c'est un vrai boulot permanent. Enfin, je l'évoquais quand on préparait l'émission. Voilà, aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes. Si j'enlève la part dédiée à la question de l'équipement culturel en tant que tel et la gestion
du lieu, etc. Sur la question de la coopération, on est six à travailler, quoi. Donc c'est quand même... C'est vraiment la question de la gouvernance qui est au centre de ce genre de... Et cette gouvernance, elle est animée par des gens qui ont aussi appris ce métier-là. C'est-à-dire qu'on voit aussi une évolution des technicités. Enfin, c'était intéressant. L'autre jour, je rencontrais... La professionnalisation. Je rencontrais d'autres acteurs et les débats étaient animés par Fazette Bordage, qui est évidemment la fondatrice du confort moderne. Et en nous écoutant parler, elle nous disait, c'est marrant, quand on a créé le confort moderne, il y a quand même un certain temps, on n'avait pas cette technicité. Aujourd'hui, il y a quand même ces métiers qui émergent. Et ça, je pense que c'est un élément important, de durabilité en tout cas. Et ça m'amène naturellement, en plus, ce qu'a dit Isabelle Maillot et ce que vous venez de dire par rapport à la durabilité, par rapport au pouvoir public, notamment du fait qu'il s'estimait parfois plus fort pour résister. Quel accompagnement avons-nous aujourd'hui des pouvoirs publics? Quand je dis les pouvoirs publics, ça va du ministère de la Culture et des DRAC jusqu'aux collectivités territoriales. Peut-être avoir une vision d'ensemble avant d'aborder peut-être deux types, encore de fois, différents, mais là, j'ai envie de me tourner... Je sens que ça se tourne vers moi. Bah oui, bien sûr, mais... Je sais pas si je suis la plus apte. En fait, en tant que lieu, il bénéficie aussi de certains dispositifs d'accompagnement. Après, mais ils seront interrogés. Mais peut-être une vision d'ensemble sur les structures de la frappe ou de... Vision d'ensemble sur les structures de la frappe. En fait, c'est encore la même chose. C'est qu'on a des structures qui sont toutes petites et qui se débrouillent toutes seules. Et on a des structures qui sont très accompagnées et très bien repérées et très bien soutenues, que ce soit au niveau territorial ou au niveau, quand je dis territorial, local, etc., jusqu'à national. Et voilà, c'est vraiment très variable en fonction de la taille de la structure, de l'historique de la structure, tout est vraiment très, très, très variable. Parce moi, je vois deux dimensions dans ces accompagnements possibles. Il y a la dimension par une subvention, donc financière, mais il y a aussi l'accompagnement par la mise à disposition de matériel, comme les Fab Labs, qui quand même sont des endroits où pas mal d'artistes profitent de ces lieux collectifs. Donc les Fab Labs, ce sont des lieux où on met à disposition, on mutualise le matériel, où les artistes peuvent venir pour utiliser une machine qu'ils ne pourraient pas s'offrir seuls et qui sont mis à disposition par les départements, les régions, parfois des communes, quand elles ont les moyens. Est-ce que ça, c'est très présent? Est-ce que c'est très présent partout? Est-ce que c'est complètement disparate? Est-ce qu'il y a des conditions d'accès, par exemple, au Fab Lab? Est-ce qu'il y a des conditions et quelles sont les conditions d'accès aux subventions au Fab Lab? Est-ce que ce sont les mêmes? Voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme paysage de ce point de vue-là? Ouais, moi je peux reprendre, si vous me le permettez, et reboucler avec la question de la pérennisation des lieux, parce qu'effectivement, l'équipe appui est fondamentale. Les conditions d'occupation du lieu le sont également. On connaît certains collectifs qui se déplacent tous les 2 ans. Bon, ça met à l'épreuve un collectif. Alors ça le forge en même temps, mais voilà. Et donc ça renvoie à cette question qui est cruciale que vous posiez à l'instant des pouvoirs publics. De leur politique de soutien. Alors, il y a effectivement d'un côté, enfin en tout cas moi j'aurais tendance à les distinguer, le ministère de la Culture avec les DRAC, et là pour le coup dans le sillage de l'étude que j'avais produite, qui avait une vocation heuristique mais opérationnelle et justement d'allocation des subventions, c'était l'une des visées explicites, donc il y a eu une enveloppe d'alloués et qui a été redistribuée depuis chaque DRAC vers des espaces mutualisés, donc en concertation avec une échelle locale, régionale, donc qui participe d'une politique publique qui se décline comme ça à l'échelle des régions. Donc ça, c'est le ministère de la Culture. De l'autre côté, on a les collectivités territoriales, et là, on a un paysage qui est très spécifique, avec des micro-cas, et c'est là où se pose souvent la question justement de la pérennité des lieux, puisqu'en fonction d'un changement de majorité politique, on peut avoir un lieu qui est là depuis 20 ans, dont une majorité va décider, selon ses critères, que c'est un lieu qui pourrait être remplacé par un autre lieu qui servirait un intérêt général qui paraît plus important à cette majorité. Et donc ça, on a je pense à main d'œuvre qui a retenu l'attention pendant un moment. Plus récemment, qui a été sauvé, main d'œuvre. On a reçu Lucie Lambert qui est sur ce plateau même il y a quelques semaines. Il y a Mixart aussi qui est à Toulouse, donc ça c'était dans la période de Covid. Donc c'est vrai que c'est un point qui reste, qui est un choix vraiment de politique, de savoir si on veut subventionner durablement ces lieux ou pas. Parce qu'il y a une troisième voie qui est la voie du privé, évidemment, avec beaucoup de choses qui sont faites là de concert avec le public. Peut-être on peut en dire 2 mots des conventions d'occupation temporaire et transitoire. Donc ça, c'est une espèce de troisième voie où on associe. Donc il y a une charte notamment qui a été signée
signé par la mairie de Paris en 2021 et qui regroupe des bailleurs sociaux, enfin un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir un intérêt conjoncturel à c'est mettre à disposition des bâtiments pour une période limitée et légale. Donc c'est un peu l'anti-squat si on veut, puisque voilà, vous pouvez occuper gratuitement l'endroit, mais par contre vous vous engagez à partir. Donc ça c'est une occupation temporaire, c'est une autre forme de mise à disposition, de réponse en tout cas à la question des espaces de production qui sont quand même un point problématique pour les artistes, mais on est dans une logique transitoire. Donc pour moi, je pense qu'il y a une tension. C'est un peu ce qu'on a à Verchailles, puisque vous avez parlé d'un commodat tout à l'heure entre un groupe privé, Lafarge, la mairie de Viviers et le collectif. Et le collectif. Comment ça s'organise ça ? Alors ça s'organise, donc c'est des mises à disposition. Donc c'est-à-dire il y a les propriétaires mettent à disposition le château à la mairie, qui elle-même le met à disposition au collectif. Donc il y a eu plusieurs mairies, et on a eu de la chance jusqu'ici parce qu'aucune n'a voulu nous... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on retomberait sur le problème que si la majorité ne voulait plus... Voilà, par contre, on est dépendant de ça, effectivement. Donc il y a cette dimension, mais il y a aussi la dimension... Donc là, on a une mairie qui nous soutient, qui nous finance, et puis, mine de rien, la prise en charge du château, c'est quand même quelque chose, parce qu'ils payent des assurances, etc. Donc en soi, c'est un accompagnement qu'ils proposent en mettant à disposition le lieu. Par contre, il y a des mairies qui se sont complètement désintéressés du projet. Donc on ne nous vire pas, mais en même temps, il y a des mairies qui n'ont absolument pas participé. Voilà. Et là, justement, en 2025, ça se termine. Donc du coup, là, on est vraiment dans ce processus donc on a fait un DLA, dispositif local d'accompagnement, qui nous a permis, on est en tout cas dans un moment de restructuration du projet. On va réécrire les statuts, histoire de redéfinir un peu, parce que les derniers, ça date de 2015. Donc depuis, il y a eu du mouvement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir négocier un peu un nouveau bail, mais qui prendrait la forme d'un bail amphithéotique cette fois. Parce que ce que nous amène comme problème le commodat, donc c'est une mise à disposition gratuite et c'est génial, mais la contrainte, c'est qu'on ne peut pas demander par exemple de subventions sur le bâti. En fait, les pouvoirs publics ne vont pas financer le bâti, étant donné que c'est un lieu privé et que le bail d'occupation est précaire et temporaire. Donc du coup, ça peut pas marcher. Donc voilà, c'est un peu pour les collectifs qui s'installent, le lieu, il va être hyper important et ça va quand même définir, je pense, une bonne partie du projet selon comment est-ce que on va être financé, qu'est-ce qu'on peut demander, quelles sont les contraintes liées au lieu, etc. Donc nous, par exemple, la toiture, ce serait vachement chouette de la refaire. Pour l'instant, on peut pas. Voilà, donc ce qui est très important dans un pays de Mistral et d'intempéries parfois un peu alors ça, il fortes. Pas trop, mais quand même, les épisodes Sevenol, c'est sûr que Donc voilà, c'est vraiment et je pense que ça peut donc quand je disais que le lieu, il est un peu inhérent au projet et vice versa, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi de le lieu crée le collectif et le collectif crée le lieu et on construit constamment avec les contraintes liées au lieu, voilà. Donc je pense que c'est hyper intéressant. Ça rejoint pas mal ça. Et je crois que quand la nécessité du collectif aujourd'hui, elle est très présente, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie artistique. En général, on se regroupe. Mais ça apporte des contraintes qui des fois sont très difficiles à envisager. Et je crois qu'il faut vraiment les vivre pour le voir. Mais je pense que c'est bien d'en être conscient avant de s'engager dans le collectif parce que c'est pas toujours évident. Après, ça reste génial et c'est hyper foisonnant et vivant. Mais ça peut être aussi un peu difficile par moment. Il faut vraiment pas abandonner, mais je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Et Blaise Bercier, vous avez évoqué plein de déménagements, vous. Alors, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que justement, nous, on est à l'étape du bail amphithéotique. On a signé il y a maintenant 3 ans un bail amphithéotique de 18 ans. Et ça a été l'un des éléments, effectivement, de la négociation, était très clairement le fait de pouvoir intervenir sur le bâtiment, parce qu'on récupère un ancien hangar dans lequel nous portions nous-mêmes les travaux, en partie avec des financements publics, en partie sur des fonds propres. Donc la négociation de ce bail amphithéotique nous a permis d'abord de dire... de toute façon, c'est un bailleur public ou privé ? Alors c'est un bailleur public, le bien appartient à l'État, mais il est géré par la ville de Bordeaux. Donc c'est avec la ville de Bordeaux que s'opérait la négociation. Donc si on veut faire les travaux, en plus on portait tout nous-mêmes, parce qu'on a nos propres architectes au sein de la fabrique. Donc c'était vraiment un projet qui était porté collectivement par l'association. Donc on a insisté sur cette nécessité-là. L'autre enjeu, effectivement, c'était qu'il fallait qu'on investisse de l'argent. Il fallait qu'on emprunte quasiment 1 million d'euros, ce qui était pas rien pour l'histoire de l'association. Et face à ça, la négociation avec la ville de Bordeaux s'est opérée justement sur la forme du bail. Et le choix a été fait d'un bail gracieux,
Ce bail gracieux, en fait, il venait justement se substituer à l'idée de devoir payer un loyer qui aurait pu être éventuellement financé par la ville, mais ça, finalement, il y a une espèce de montage un peu artificiel dans cette économie-là. Nous, on trouvait que c'était pas très intéressant à défendre, alors que l'idée de nous permettre de ne pas avoir à payer de loyer chaque année, mais par contre de pouvoir faire un emprunt, ça nous mettait à un endroit de co-investissement du projet. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes co-investisseurs du projet. Et on l'évoquait au début, on a des conventions de coopération, on a aussi une PAF, exactement comme Verschahu. Dans cette PAF, il y a le remboursement collectif de l'emprunt, la participation aux frais. Il y a le remboursement collectif de l'emprunt. Donc c'est vrai que cette question du bail et de la place de la commune est absolument déterminante. Après, dans notre négociation, l'un de nos premiers alliés, ça a été l'État. Parce que il s'avère qu'on a bénéficié d'un alignement de planète. On sortait d'un dispositif qui était le fameux SODAVI, schéma d'orientation développement des arts visuels, qui avait permis et à la DRAC et à la région et aux acteurs culturels de s'entendre sur ce que pouvait être une filière professionnelle. Et la DRAC disait, regardez, ça c'est un objet qui structure une filière professionnelle sur le territoire. Donc ça a été aussi un moyen, on voit bien qu'il y a une complémentarité à un moment entre les différents acteurs, de négocier, de persuader la ville de Bordeaux qu'il y avait un bien fondé à un moment à ce bail emphytéotique. Donc quand il y a une volonté politique commune, on arrive à pouvoir créer des conditions... 18 ans, c'est pas si énorme que ça. Non, c'est un peu court. Moi je pense que 30 ans, c'est une génération plus intéressante. 99, alors 99 ans, mais ça c'est un peu rare maintenant. Déjà, les baux amphithéotiques reviennent à la mode, c'est déjà un élément, à mon avis, à souligner. Moi, je trouvais que 30 ans, c'était intéressant parce que c'est une échelle de génération de projets, génération de quartiers aussi. Peut-être que dans 30 ans, des lieux comme les nôtres n'auront plus du tout de pertinence. On ne sait pas ce qu'on sera devenu. Peut-être que nous, la Garonne sera montée et que le lieu sera passé sous l'eau, sera devenu un aquarium. En tout cas, on trouvait intéressant l'idée des 30 ans. On a obtenu les 18 ans, ça permettait de contracter l'emprunt suffisant. Ça nous met à un endroit de confort. Malgré tout, 18 ans, ça passe vite. J'évoquais à l'instant l'exemple de main-d'œuvre, qui avait un bail amphithéotique de 18 ans à l'époque. On voit bien qu'à un moment, tout ça n'est jamais complètement acquis, même quand on est considéré comme des lieux sédentarisés. Dans votre rapport de 2019, vous êtes intéressé notamment à la question des besoins des lieux et de la disparité des besoins pour voir comment les pouvoirs publics pouvaient éventuellement intervenir, aider, accompagner. Qu'est-ce que vous avez pu observer de cela, justement de ces besoins ? Alors, qui était exprimé, en fait, on a posé la question des investissements nécessaires. On voulait avoir une idée du montant, justement, pour savoir le oui, là, on sort de la problématique des lieux. Alors, on est plus dans la question des outils. Des outils, c'est ça, outils de production. Sur des équipements, parce que c'est vrai qu'on peut en dire deux mots. Ce qui était frappant dans cette enquête, c'était l'organisation en atelier. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, la nécessité pour les jeunes sortis des écoles d'art de se regrouper, autour de machines, et aussi une organisation d'ateliers qui structure la production dans le domaine des arts visuels depuis leur formation. Donc ça, on le retrouve, et donc ça impacte directement la question des investissements, puisque autour d'un outil, alors ce que peut-être faut dire aussi deux mots, évidemment les artistes visuels ne produisent, enfin parfois produisent en série, mais c'est pas le cœur, disons, de l'activité par rapport à des artisans d'art, par exemple, qui peuvent avoir une production plus intensive d'un certain type de produits, et encore ça se discute. Mais donc du coup l'usage de la machine peut être un usage soit unique, soit répété, mais tous les 3 mois. Donc on voit bien l'intérêt à partager les machines. Donc la question des investissements qu'on posait montrait que finalement les besoins n'étaient pas du tout des besoins complètement extrêmes en termes d'euros, puisqu'on avait 3 000 euros en fait qui ressortaient en moyenne en fait de besoins, donc soit pour l'achat d'un équipement, soit pour les investissements autour, parce qu'autour d'une machine, on peut avoir justement besoin d'aménager un espace en électricité, en éclairage, de faire des interventions sur le bâtiment. Donc ça c'est des petits coûts. Donc ça, c'était 3 000 euros en moyenne, et on avait finalement un quart des espaces qui exprimaient un besoin en deçà de 20 000 euros. Donc ça représente quand même des enveloppes, qui si par ailleurs on les retraduit en nombre d'artistes concernés, c'est une subvention qui est très faible finalement. Enfin, mais est-ce qu'on risque pas, une fois qu'on a donné 3 000 euros, d'avoir une demande de 3 000 euros supplémentaires pour autre chose ? Pour autre chose, oui, mais
C'est sans fin. C'est certainement parce que. Je taquine. Certainement, mais les machines, c'est aussi des investissements qui sont assez lourds. Donc c'est quelque chose qui peut structurer dans la durée. On change pas de scie circulaire tous les 6 mois. Enfin voilà. Donc ça peut apparaître comme du saupoudrage puisque c'est toujours le travers qu'on pourrait entrevoir. En tout cas du côté des politiques publiques, en réalité non, c'est des vrais besoins qui peuvent toucher beaucoup de monde et qui peuvent structurer parce que au-delà de la machine évidemment. Donc ce qu'on observait dans cette enquête, c'est que donc ça c'était avec une observation directe, c'est que les ateliers sont structurés d'une certaine manière avec une personne qui parfois est responsable ou une gouvernance partagée des outils, des machines. Enfin, il se passe des choses vraiment concrètement autour donc dans ces lieux de façon globale et au sein de chaque atelier. Dernière question que j'ai envie de vous poser à chacun, alors ça sera en 1 minute. Quel serait selon vous, sur cette dimension collective, que ce soit de lieux, de projets, de personnes, de relations pouvoir public, quel serait selon vous le chantier de ces 5 prochaines années, qui correspond à un quinquennat, voilà, en gros, à mener pour renforcer le milieu, pour le protéger, pour le professionnaliser, pour l'aider, pour l'accompagner, peu importe. Je commencerai par vous, Tatiana Cotte. Du coup, je partirais sur la pérennisation du lieu, tout simplement. Voilà, vraiment, le prochain chantier, c'est vraiment la négociation d'un nouveau bail qui nous permettrait vraiment de rester et la pérennisation des emplois aussi, parce que je pense que donc même le collectif en lui-même, il est auto-sustenté, on va dire, parce que par la participation aux frais. Comme le bail est gratuit, du coup, il y aura toujours assez de sous pour maintenir en vie le collectif. Par contre, les emplois, c'est moins sûr, parce que s'il y a moins d'artistes et d'artisans, il y a moins de sous, et donc il y a moins de possibilités pour les emplois. Donc c'est vraiment garder le lieu, négocier un bail et vraiment pérenniser les emplois aussi, qui sont facteurs de développement pour le collectif. On a eu l'occasion de bien en parler cette fois-ci, mais effectivement, c'est le chantier auquel notamment le collectif du Château de Verchahus est confronté, du Commodat au bail. Voilà, c'est ça, exactement. Pour vous, Pamela Dorival? En tant que coprésidente? En tant que ce que vous voulez, en tant que collectif Mulipam, artiste plasticienne, coprésidente de la FRAP. Un peu en arrière sur effectivement tous les dispositifs d'accompagnement qui ont une réalité diverse en fonction des territoires, clairement, et qui ont un impact sur le projet, parce que souvent on cherche à pérenniser son projet. Pour pérenniser son projet, on cherche du budget. Pour trouver du budget, on va se tourner vers un appel à projet avec une subvention qui va être, effectivement, on a parlé des Fab Labs, donc ça va être je vais taper sur cette étiquette-là, comme ça je vais pouvoir pérenniser mon projet. Sauf que du coup, ça va modifier mon projet à la base, et du coup ça pose une question sur la dépendance par rapport à la subvention, là où ça impacte grandement le projet, et cette interdépendance n'est pas tout à fait égale. C'est que les projets associatifs vont être vraiment impactés par tout ça, alors que de l'autre côté, du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver complètement abandonnés, et soit sans lieu, soit sans subvention, soit sans la classe politique qui correspondait sur le projet sur lequel ils étaient. Donc il y a vraiment une question d'accompagnement des structures dans la durée. Donc on en parlait pour la question des baux, qui était plus ou moins long, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une question de pérennité des projets sur le territoire, de les accompagner. Et plus précisément, c'est observer aussi dans la durée, dans l'historique. On en a parlé aussi tout à l'heure. L'historique est quelque chose de très important. D'accompagner les projets aussi au départ, parce qu'un projet au départ, s'il est accompagné, il peut se maintenir. C'est pas une vocation, c'est pas une obligation. Les projets, ils peuvent avoir 2 ans, 4 ans d'espérance de vie, c'est suffisant, et ça peut se dissoudre. Il n'y a pas une nécessité à les maintenir si le projet il est court. Mais c'est pas une raison non plus pour abandonner des projets qui pourraient très bien éclore et apporter de très belles réalisations, de très beaux, belles émulations sur des territoires, et en fin de compte, par manque de soutien, finalement, ils finissent par péricliter, ils finissent par provoquer aussi des départs sur des régions qui sont pas forcément très bien accompagnées. On a parlé tout à l'heure des SODAVI. Les SODAVI, il y en a certains qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui fonctionnent très mal. Il y en a même qui sont en point mort. Donc, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'en profite pendant qu'on est là. Et clairement, il y a vraiment une nécessité d'accompagner les artistes. Quand on a des régions qui, je mets beaucoup de guillemets, mais qui produisent beaucoup d'artistes, et que sur cette région, au final, il n'y a plus d'artistes qui restent, il y a un problème.
Il y a un gros problème. Et c'est pareil pour les associations d'art. C'est vrai que c'est un vrai questionnement qui est lié notamment aux arts plastiques, mais qu'on n'a pas abordé puisqu'on a choisi la dimension collective cette fois-ci, mais qui est la question entre les exigences des pouvoirs publics et la liberté de création artistique. Ça fera l'objet d'un autre débat bientôt, mais c'est votre chantier pour les 5 ans à venir, je l'entends. C'est pas le seul, il y en a beaucoup. C'est vraiment la question. C'est le chantier que vous avez choisi. L'observation. Vraiment, c'est le chantier qu'on choisit, c'est vraiment la question de l'observation, de l'histoire, de maintenir cette histoire et de pouvoir y accéder assez facilement, parce que pour l'instant, l'histoire, elle se perd très facilement pour des petites structures comme les nôtres. Merci Isabelle Maillot. Votre chantier pour les 5 ans à venir? Alors notre chantier rejoint finalement ce que vous dites, ce qu'on s'est dit. Moi, peut-être un tout petit détour, parce que c'est vrai que je pense que c'est important de rappeler à quel point ces lieux de création collective sont importants, parce que donc c'est des lieux de production, ça on l'a dit, ce sont des lieux de formation, de transmission. Tu évoquais la question de la transmission du projet à 7 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe. Ce sont des lieux de diffusion également, puisque ce sont souvent des lieux qui organisent des moments dits de portes ouvertes. Et c'est vrai que donc, eu égard à leur importance dans l'écologie des arts visuels, on peut s'étonner du faible investissement finalement relativement. Alors si on le met en regard avec le financement des lieux de diffusion et des lieux de formation, donc je pense évidemment aux musées et aux écoles d'art, finalement l'angle mort des politiques publiques, c'est quand même cette question des équipements. Et moi je parle volontiers finalement de sous-équipement dans le domaine des arts visuels en termes d'équipements collectifs. Et là aussi, si on le met en regard avec ce qui est consenti pour le spectacle vivant, je pense qu'on peut l'objectiver assez simplement, où on aurait tout à gagner dans ce domaine à équiper. Donc c'est ça mon chantier. Et je pense, il y a aussi des signaux. La Nouvelle-Aquitaine, on sait, est très pionnière avec ce saut d'avis qui s'est bien passé, au sens où tous les différents acteurs ont réussi à travailler de concert et à décliner donc un plan de filière. Il n'y a aucune autre région en France qui a fait ça, et donc que ça se traduise et que ça se répercute au niveau de la fabrique Paula. Moi, je suis pas surprise, et pour moi, c'est aussi un indicateur d'un changement. Donc c'est toujours les changements, on les observe par des mini-indices et par des grands moments, mais des politiques publiques qui, après ce paradigme un peu prégnant de soutien à la création individuelle, ça se décline dans plusieurs, depuis les collectivités jusqu'au DRAC, on passe progressivement à un paradigme du collectif avec un soutien qui est pensé de façon collective, et ça me paraît un chantier à défendre. En entendant toutes ces louanges sur la Nouvelle-Aquitaine, on se demande si vous avez encore un chantier pour vous. Tout est acquis, peut-être. Le chantier des politiques, il est national, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que les collectifs sont des objets politiques, d'intérêt général, économique et de développement et d'aménagement du territoire. Et ça, c'est l'enjeu majeur. On est tous très clairement aujourd'hui vertueux, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'hybridation des revenus économiques, on travaille sur tous ces enjeux, on travaille sur les liens avec le territoire. Je pense qu'il y a effectivement, alors peut-être qu'on a bénéficié d'un alignement de planètes en Nouvelle-Aquitaine, c'est une chance, mais il y a quand même eu paradoxalement, il y a eu une accélération autour de la question du Covid. On a bien vu que les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il y avait quand même un certain nombre d'enjeux réellement économiques et d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut qu'on pousse dans ce sens-là, qu'on insiste sur le fait que, effectivement, c'est des objets qui viennent vraiment servir le développement des territoires, mais qui ne rentrent pas, malgré tout, dans le champ des industries culturelles, qui sont à un autre endroit, qui sont dans des missions d'intérêt général, très clairement, qui sont à cette lisière, à cet endroit, cette ligne de crête un peu rare, et c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi singuliers, parce qu'ils dépendent de chacun de leur territoire. C'est des forces endémiques, quoi. Merci à tous les 4 pour votre participation à cette table ronde sur les lieux collectifs. Je rappelle le rapport Lieux en commun des outils et des espaces de travail pour les arts visuels, donc réalisé par Isabelle Maillot en 2019, et qui est disponible sur Internet, sur la plateforme HAL, H-A-L. Ma question finale est toujours la même, elle est la même pour toutes les tables rondes, pour tous nos invités. Un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous voulez partager, tout art confondu. On n'est pas obligé de rester dans les arts visuels, on peut aussi prolonger ce mouvement. Tatiana Cotte. Alors, j'ai été voir Desiderata de la compagnie Kaba. C'est une pièce qui mélange le cirque, le théâtre et la danse. Et du coup, ça vient questionner le genre, la non-binarité, la masculinité toxique et le féminisme.
Et c'est vraiment très chouette. C'est 6 hommes sur scène, mais vraiment qui confondent les corps. Et voilà, il y a tout un truc qui se met en place au niveau du questionnement à partir du corps et de vraiment qu'est-ce qu'on représente nous en tant que personne, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on peut se permettre d'être dans l'espace public. Et c'est vraiment, vraiment très, très impactant. C'est magnifique. Voilà, je recommande fortement. Moi, je parlerai du spectacle Cry Me a River de Sanja Kossonen, qui est, pareil, une forme pluridisciplinaire qui mélange le cirque, les arts visuels, la musique, et où il y a vraiment une question sur l'émotion et comment elle est encore acceptée, présente dans notre société, comment elle se transmet par des rites, comment ces rites ont plus ou moins disparaître, et comment on la fait réapparaître maintenant dans notre société. Alors, moi, je vous en avais fait part, je suis toujours embêtée avec cette question parce qu'en sociologie, on n'a pas à faire état, en tout cas dans mon travail de sociologue, de préférence, puisque finalement, c'est... Et vous êtes aussi une personne humaine avec un cœur. Voilà. Alors, néanmoins, là, j'ai accepté l'exercice, mais alors je vais vous dire comment... Voilà. Donc, mon coup de cœur donc, est pour le travail d'une artiste visuelle qui s'appelle Eva Bartho, qui est une artiste donc, qui est résidente dans un espace mutualisé situé dans le 19e arrondissement à Paris, qui s'appelle le DOC, donc qui m'avait gentiment ouvert leurs portes dans le cadre de l'enquête. Et alors, le travail d'Eva Bartho, donc évidemment pluriel, je ne vais pas le résumer là, mais l'œuvre qui m'a vraiment frappée est articulée à un objet donc qui est une montre qu'elle a confiée à un horloger qui est intervenu sur le mécanisme pour la retarder. Et donc, à partir de cet objet, elle active son œuvre auprès de différentes institutions. Donc, elle l'a déjà activé auprès du galeriste de la galerie Max Meyer en Allemagne, ce qui a posé des questions donc assez vite de légalité, puisque finalement, comme la montre était retardée, la galerie se trouvait ouverte possiblement à des horaires qui n'étaient pas possibles en Allemagne. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Et la réactivation donc à venir sous le titre que je reprends, Latecomers Overtimes, qui donne en français donc les heures supplémentaires du retardataire. Donc cette déclinaison-là va être activée par le Centre national des arts plastiques sous une forme donc qui n'est pas encore stabilisée, puisque Eva Bartho propose en fait à chaque institution d'activer la montre comme elle le souhaite. Donc ça peut être la responsable de l'institution, donc qui est Béatrice Salmon. En l'occurrence, ça peut être aussi des employés. Voilà. Alors pourquoi ça m'intéresse et pourquoi j'en parle? Donc, ça résonne finalement avec ce qu'on fait en sociologie, puisque notre travail consiste principalement à déconstruire, au sens mettre en lumière certaines normes sociales. Donc partir de l'idée que tout a une histoire et le produit d'une société qui fait les choses et que rien n'est naturel. Donc c'est vrai de tout finalement. Et ce que fait Eva Bartho, de mon point de vue, c'est qu'elle questionne aussi ces normes sociales, alors non pas en les déconstruisant avec une étude, mais au moyen de sa pratique artistique, en finalement invitant à les questionner, donc c'est ce qu'elle fait avec sa montre, à les transgresser, parce qu'elle flirte, même elle dépasse vraiment les règles de la légalité, c'est ce que permet aussi l'art, et ça je trouve ça passionnant. J'ai été associé à une demande du ministère de la Justice dans le cadre de la construction d'un centre éducatif fermé à Bergerac. Les centres éducatifs fermés, c'est des endroits un peu douloureux pour des adolescents qui sont en général à la lisière de la future prison. Le ministère réfléchissait à l'idée d'une commande autour de la création du lieu et on n'était pas très à l'aise avec l'idée de poser une œuvre dans un endroit qui est quand même un endroit d'enfermement. Et on a discuté, on a proposé en fait de travailler un peu cette commande en biais, et on a identifié une chorégraphe qui s'appelle Sylvie Balestra, qui a une compagnie qui s'appelle la compagnie Silex, et qui a décidé de faire une vraie proposition autour de la place des mômes dans cet espace-là, parce qu'on leur avait demandé qu'est-ce que c'est le sport principal des mômes, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire, et ils nous avaient dit ils adorent s'évader. Donc on s'est dit il y a peut-être un objet performatif à travailler autour de cette question-là. Et donc elle a décidé vraiment de mettre en place tout un dispositif d'atelier. C'est encore en cours, on n'a pas encore vu le résultat, mais j'ai commencé à voir un peu les premières intentions. Et je trouve que là on est vraiment à un endroit qui me semble absolument important et essentiel, c'est comment l'artiste remet en mouvement à un moment des mômes qui sont un peu
souvent laissé pour compte et comment l'art est à cet endroit de l'art et la vie mélangée, comme disait Capro, c'est-à-dire, enfin voilà, comment c'est cette intersection permanente que propose l'artiste. Ce sera une œuvre qui sera possible de voir par d'autres. Alors, il y a aussi une production parce qu'ils vont produire des masques, ils vont fabriquer des masques en cuir à partir de ballons de football. J'ai vu des premières esquisses, c'est hyper beau. Et il s'avère que pas très loin, à Nontron, il y a une usine Hermès qui a mis à disposition des couturières qui travaillent le cuir. Donc on voit comment à un moment tout ça vient se rencontrer à un endroit que je trouve absolument passionnant, quoi. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à Tony et Yvan à la réalisation. Merci à mes collaborateurs Hugues Noirtin, Marina Tavares et Maëlys Jolin, à notre directrice de production Marine Chantegrel, à Clément Monnier, notre producteur. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est la garantie qu'on puisse être pérenne. C'est un peu comme les lieux d'art plastique. On a aussi besoin... Alors nous, ça passe pas forcément par la puissance publique, ça passe par chacun de vous. Un simple clic. Et ça nous aidera grandement. Je vous souhaite une bonne journée et même un bel été.